Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois l'artiste Tony Saint-Laurent pour un petit café sur scène. Bonjour Tony, je suis ravie de te rencontrer. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de l'invitation. De rien. Alors tu es acteur, humoriste. C'est ça. Tu as fait tes débuts sur la scène du Jamel Comedy Club. Bonsoir, je suis extrêmement heureux de faire cette nouvelle saison du Jamel Comedy Club. Et c'est vrai que la télé a changé énormément de choses pour moi. Avant, les filles, quand je les draguais, elles me recalaient. Elles me disaient tout le temps « non, c'est mort ». Tandis que maintenant, avec la télé, ça a changé. Elles me reconnaissent, elles me disent « non, c'est mort, Tony Saint-Laurent ». Alors pour les dates, je suis pas très bon moi en tout ce qui est mémoire, même les prénoms, les trucs comme ça, je suis vraiment pas très bon, mais je pense que c'était pas loin vers 2010 peut-être, peut-être avant ou peut-être un peu après. Et tout simplement, il y avait beaucoup les scènes ouvertes qui existent toujours. Oui. Et je me suis retrouvé avec Malik Bentala. On faisait beaucoup de plateaux ensemble, puis ça s'est fait naturellement d'intégrer la troupe du Jamel Comedy Club. C'était ta première fois sur scène ? Non, après, l'autre fois j'en parlais avec un pote, souvent on se souvient de la première scène, même tous les gens ils vont dire, oui. J'ai pas de souvenir. Tu te souviens pas de ta première scène ? J'ai oublié, comme je faisais beaucoup les plateaux, les trucs comme ça, c'est pas un truc qui m'a... Je me souviens de l'ambiance de tourner, de partir dans une salle ou d'aller au Field, au Trévis, à l'époque il y avait le Pranzo sur les grands boulevards, il y avait le Café de Paris à Belleville et c'est une de celles-là, mais j'ai pas le truc. Alors j'imagine que faire la scène du Jamel Comedy Club c'est hyper formateur. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Ça m'a appris, au final, tu avais 6 minutes, je crois que c'était genre 6 minutes ou 5:30 sur scène, et il fallait aller direct au but et direct à la vanne, donc ça m'a appris à quand même une certaine musicalité, une certaine rigueur et vite arriver aux vannes. Ça m'a vraiment appris ça, où au final, tu as une chance à saisir, tu as 5 minutes et il faut que tu... En vrai, le parallèle, il peut se faire exactement quand je croise les bras, c'est que je deviens sérieux. C'est un peu comme, limite un peu comme The Voice. The Voice, je regarde, mais sans vraiment regarder. Mais les mecs sont retournés et ils ont 1 minute, je sais pas, la chanson elle doit durer 1 minute, 1 minute 15. Il faut qu'ils arrivent à convaincre et à séduire le public en ce laps de temps. Bah, c'est un petit peu la même chose. C'était les scènes ouvertes et même le Jamel Comedy Club, ça a été de vite séduire les gens. Au final, c'est très court, 5 minutes, 5 minutes 30. Et c'est une grosse pression. Je sais pas si c'est de la pression. Après, on n'a pas chacun la même sensibilité. Je sais pas si c'est pression ou peur ou si c'est un peu de l'ego, de l'envie de que ça marche. Je sais pas. J'arrive pas à mettre vraiment ce mot-là. T'as le trac en général avant de monter sur scène ? Non, c'est cool. Non, c'est pour ça que je crois qu'il y avait une phrase ou une grande comédienne ou un grand comédien. Je me demande si c'est pas Philippe Noiret qui disait ça, qui disait le jour où t'as pas peur ou un truc comme ça, c'est que c'est pas bon. Ou bon, je sais plus cette phrase, je sais pas. Mais bizarrement, moi, je suis vraiment relax et j'ai beaucoup de recul. Au final, même si tu te plantes, même si ça marche pas, même si tu prends un bide. Ça va pas rester dans le temps et de toute façon que ça marche et que ça marche pas, les compteurs ils sont remis à zéro dès que tu remontes sur scène. C'est vrai que quand on te voit, tu dégages une certaine zénitude, t'es plutôt à la cool et en fait c'est vraiment ta personnalité. Ouais, après je pense que à l'époque romaine, les gladiateurs ils avaient plus de pression d'être dans l'arène que nous. Nous au final, en vrai si t'as du recul, et qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, Et au final, même il y a beaucoup de gens qui montent sur scène et voilà, c'est un truc où tu progresses et tu es obligé de te faire mal aussi. C'est comme ça, j'ai beaucoup de recul. Alors tu parlais des bides justement parce que forcément on s'en prend. Hein. Si je te demande le souvenir d'un des pires moments que tu as vécu sur scène où rien ne se passe comme tu avais prévu.
Est-ce que tu t'en souviens? Ben, en vrai, mais j'ai pris des beats, j'ai pris des chauffes, ou j'ai pris... Des fois, je dis, oh, t'as l'impression, quand tu prends un beat, t'as l'impression que c'est un podcast, tu parles tout seul ou t'es en conférence de presse. Mais ça, c'est pas les trucs qui... Après, c'est peut-être ma philosophie. C'est peut-être ma philosophie, c'est pas de me souvenir des mauvais moments, ou peut-être mon cerveau, il se les annule automatiquement. Mais j'ai pas de souvenir de... Après, dans les trucs qui ne sont pas passés comme prévu, je peux avoir des souvenirs. Je me souviens que j'avais fait le... Mais bon, voilà, tu vois, c'est pas négatif. Hein. J'avais fait la première partie de GAD à Marigny, il y a quelques années de ça. Et avant le spectacle, il me dit, ouais, ce soir, il y a Zidane. Et Zidane, c'est un peu... c'est comme un... Alors moi, j'aime beaucoup Zidane. J'aime beaucoup Zidane. Mais c'est comme un homme politique. Quand il arrive à un endroit, il y a un service, enfin en tout cas, moi il y avait service de sécurité, tout ça, et ils avaient dit que comme la salle allait allumer, qu'il fallait pas qu'il rentre avant le spectacle pour que les gens le voient, tu vois les trucs comme ça. Donc avant il est venu en loge. Il est venu en loge et ils avaient dit, Tony, quand il fait la première partie, quand c'est dans le noir, on fait rentrer Zidane, comme ça il est incognito, il est tranquille. Sauf que moi, j'étais sur scène, je commence depuis 2-3 minutes, et là, il y a Zidane qui vient, et tous les gens, ils calculent que c'est Zidane. Donc tout le monde s'arrête, plus personne m'écoute. Ça sort les poteaux, ça fait les selfies avec Zidane, et moi, c'était un long tunnel. Je voyais que... Mais franchement, je regardais le public, et personne ne me regardait. Regardez, ils étaient tous retournés, regardez Zidane qui arrivait. Donc c'était un clin d'œil. Mais qu'est-ce que tu as fait alors? J'ai continué tout simplement. En vrai, j'avais envie de descendre moi aussi faire ma photo. Hein. Mais non, j'ai pas de vrai moment. J'ai pas même ça, c'est pas un pire moment. Au final, c'est une anecdote. C'est un effet marquant, oui. Non, mais j'ai pas ce truc-là, moi, de pire anecdote. Au moins, tu ne te souviens que du bon. Bah ouais, je crois que c'est comme ça. À quel moment tu te dis, c'est ce métier-là que tu veux faire et que tu veux faire rire les gens? Je crois très rapidement, ou même tout de suite, j'ai su que je voulais faire ça et rien d'autre. Après, j'ai baigné dans tout ce qui est... Je sais pas si j'ai vraiment reçu une culture via les spectacles. Enfin, même si, tu vois, bien sûr, mais j'ai reçu vraiment une culture de la comédie et de la vis comica via mon grand-père qui regardait tout le temps des comédies. J'ai baigné chaque fois que j'allais chez lui, regarder, j'ai envie de te dire, regarder Bénil, il regardait Y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver le président, toutes les comédies de Leslie Nielsen, tous les trucs comme ça, même les Louis de Funès, tout ça. Donc j'avais vraiment cette culture j'ai reçu cette culture de comédie. Et après, très rapidement aussi à l'école, dans ma classe, où je me faisais virer des cours, des trucs comme ça. C'était un pitre? Non, il y avait plus pitre que moi, mais j'étais un peu influençable. Moi, je suivais. Mais il y avait des plus drôles que moi. Et très rapidement, j'ai voulu monter sur scène et raconter mes histoires. Justement, j'allais te demander comment tu étais enfant. Plutôt calme, turbulent. Moi, j'étais rêveur. J'étais rêveur, mélancolique, rêveur. J'ai un peu agité quand même. C'est vrai? Ouais, un peu agité. Un peu agité. Et puis j'étais feignant, j'étais vraiment feignant. J'étais très feignant, très feignant. Parce que tu vivais de tes rêves en fait. Ouais, non, j'étais feignant, c'est simplement. Si je pouvais esquiver, pas aller à l'école, les trucs comme ça, dormir, ouais. Alors, ça fait quoi de faire la première partie de Gad Elmaleh? C'est des très belles expériences humaines et artistiquement où au final si tu observes beaucoup, tu as l'impression comme faire une masterclass ou tu as l'impression de faire un stage accéléré où tu regardes, tu captes les trucs. C'est très intéressant. Très intéressant. Si je te demande qui est ton modèle dans ce métier, tu me dirais Mon modèle, je
j'ai pas, bizarrement, j'ai pas. Qui a pu t'influencer ou dans je t'ai dit, moi, j'ai beaucoup pioché, ou j'ai beaucoup. Si je te dis, moi, mes modèles, c'était beaucoup via les films. Mais beaucoup via les films, via les comédies. J'ai pas un gars où j'avais un poster dans ma chambre, où j'ai mis en fond d'écran de mon téléphone. Non, j'avais pas ça. Donc j'ai un petit peu de tout le monde. Un petit peu de tout le monde, et vraiment des mecs complètement différents. Là, en ce moment, j'ai refait tous les films de Philippe Lachaud. J'ai trouvé ça, mais vraiment, c'était exceptionnel, tu vois. Peut-être mes premières références avant être plus au cinéma. Tu vois, j'ai revu un Louis de Funès. Là, hier, j'ai vu, il y a peu de temps, j'ai vu Mon père et moi de Robert De Niro. Et je me suis dit, mais au final, Robert De Niro, on le connaît dans les films de gangsters, mais dans les films de comédie, mais il est exceptionnel, il est simplement exceptionnel. Tu vois, il y a plein de gars que j'aime. Ça t'attire le cinéma? Ouais, au final, il y a plein de trucs qui m'attirent. En vrai de vrai, mon vrai rêve, ce serait d'être chanteur R&B. C'est vrai? Et tu chantes un peu? Demain, tu me dis, ouais, j'arrête la scène et tout, toutes ces conneries, stand-up, le plateau, je veux mon spectacle, tu me dis chanteur R&B. C'est ton rêve? 100 millions d'albums, même pas 100 000 albums, même peut-être 50 000 albums, je fais direct. Mais est-ce que tu chantes? Très très mal, mais c'est mon rêve. C'est mon rêve. Chanteur R&B, magique. Clip où je tape le pas dedans, sous la pluie, comme ça, torse nu, les mecs. Pas du tout. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est les mecs avec leurs chemises ouvertes, abdos comme ça, chanteur R&B, c'est incroyable. Incroyable. C'est mon rêve. Rêve, tout de suite. Alors, ton précédent spectacle. Je réfléchis là, je me pose des questions si je vais pas arrêter au final. Ah oui, je te mets le doute là. Non, en vrai de vrai. Je te jure, en vrai de vrai. En vrai de vrai. Ton précédent spectacle. Mais par contre, je reviens, pas chanteur R&B en français, qu'en anglais. Qu'en anglais. Il faut que je parle anglais et tout. Et tu en parles français, anglais? ça. Non, mais j'aimerais bien être deux rêves, être américain et chanteur R&B. Parce que chanteur R&B français, c'est. Alors tu parles pas anglais, tu chantes pas et tu danses pas. Donc c'est peut-être chaud. Les abdos peut-être? Non, plus c'est chaud là. Je fais du McDo en ce moment, je me dégoûte. Ah oui. Je me dégoûte. Ouais. Pour l'été, c'est. Ouais, c'est pas grave. Bon, ton précédent spectacle Inclassable a été un véritable succès. Ouais. Et ça met pas une certaine pression? Faut toujours dire ouais. Quand un gars dit ouais, ça a été un succès, tu dis toujours ouais. Tu dis toujours succès. J'ai lu ça, c'était Non, mais j'ai beaucoup joué. En vrai, je crois que j'ai fait pas loin de 600 représentations. Et j'ai énormément joué sur cette même scène du Point Virgule. Vraiment. Bon, ça a mis la pression pour le deuxième quand même. Ça m'a mis la pression. Je passais beaucoup, je passais vraiment par des stades où tu repars d'une feuille blanche et quand tu étais très fier d'un truc et de te relancer dans quelque chose, tu as des moments de doute où tu dis est-ce que je vais arriver à te faire aussi bien? Est-ce que je vais arriver à faire mieux? Donc tu as des moments où tu t'émates ton plafond. C'est un peu comme exactement la même chose, j'ai l'impression, comme quand tu as connu une belle histoire d'amour et ça se finit, et après tu te dis est-ce que je vais arriver de revivre ces moments-là? Oui, tu as envie donc ça te met la pression, et puis aussi j'avais pas envie de décevoir mes producteurs, j'avais pas envie de décevoir tous les gens avec qui je travaille, avec qui je m'entoure. C'était plus ça en vrai. C'est important pour toi de savoir ce qu'on pense de toi? Surtout en vrai, surtout les gens avec qui je travaille. Surtout avec les gens avec qui je travaille. Je suis très fier d'avoir Arthur comme producteur. Ça se passe extrêmement bien et il est très bienveillant avec moi et de savoir que j'allais continuer de travailler avec ma production, c'était vraiment, au final, dès le début, c'était remercier de leur confiance, presque aveugle, et de ne pas les décevoir. C'était vraiment ça. Alors l'écriture de tes sketchs, quand tu écris, tu te mets dans quelle ambiance et où tu trouves ton inspiration? J'aime bien écrire en marchant. J'aime bien écrire en marchant. Je parle souvent tout seul.
Je parle souvent tout seul, donc les gens ils te prennent pour un ouf. Donc je mets les écouteurs pour, genre en feinte, pour pas qu'on te prenne pour un ouf. Et j'aime bien marcher, j'aime bien marcher en vrai. Après, dès que tu as des pistes, tu te poses à une terrasse de café et t'écris. Et ta source d'inspiration, c'est la vie quotidienne? Ouais, c'est ce que j'ai vécu ou ce que je vois. Ni plus ni moins, c'est un truc, tu vas voir un truc, ça va t'emmener sur une autre piste, il y a une porte qui va s'ouvrir et tu vas rentrer dans le tunnel. Alors ton spectacle s'appelle Efficace. Pourquoi efficace? Eh ben, en vrai, pour l'anecdote, c'est 2-3 mois avant ma première, avec la production, ils voulaient savoir de quoi j'allais parler sur le nouveau spectacle et j'y suis allé. Au final, j'avais écrit mais très peu de vannes. J'avais même pas 5 minutes. Mais je savais que j'avais tout de suite le titre. Parfois, on fait le chemin inverse. Moi, j'avais d'abord le titre. Au final, je voulais un spectacle qui soit efficace. Et je voulais qu'il y ait des vannes. Je voulais que les gens repartent avec la banane. Je voulais que ça soit un spectacle efficace. Voilà. Et je suis arrivé, je dis moi j'ai que ce titre là et c'est efficace. Et voilà. Et donc ça m'a mis un peu la pression. Alors tu abordes quel sujet et à quoi on doit s'attendre? Je parle vraiment de moi. De moi. Après, je parle de thèmes, je trouve, de notre époque, à savoir la cause animale, les défenseurs des animaux. Je parle de la parité homme-femme. Je parle de sexe aussi. Je parle les différences entre les hommes et les femmes. Je parle de mon rez-de-chaussée, je pense que c'est un spectacle où beaucoup de gens se reconnaissent ou en tout cas, ouais. Tu es très présent sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est actif, pas mal. Je t'invite à me suivre sur Instagram, TikTok. Alors quand on s'expose comme ça, forcément, on a toutes sortes de commentaires. Comment tu réagis quand tu as un commentaire qui te plaît pas ou... En vrai, il faut se détacher de. En vrai, faut se détacher de tout ça, même quand les gens ils t'insultent ou même, c'est les cas extrêmes ou qui t'insultent, les trucs comme ça. Je pense qu'il faut vraiment se détacher. Ça reste vraiment que des réseaux sociaux et si t'en as marre ou si ça te saoule, en vrai, il suffit de déconnecter. T'as pas un commentaire là qui t'a marqué, que tu pourrais nous raconter ou qui t'a fait rire Non, c'est justement. C'est souvent les commentaires. Souvent les commentaires quand on te vanne, moi j'ai beaucoup, avec mes potes, on est beaucoup dans la vanne, beaucoup de charriades. Même moi j'ai grandi avec ça. Quand j'étais petit, c'était ma mère qui me coupait les cheveux. J'avais des coupes, c'était catastrophe nucléaire. C'est catastrophe. Tout le monde se foutait de ma gueule. Sur ma vie, j'avais des trous, donc tout le temps on m'a toujours vanné au début quand j'étais petit, que ce soit en primaire, les trucs comme ça, les vannes sur les cheveux, j'en prenais tout le temps, donc ça te met dans un mode aussi de survie et toi tu es obligé de rebondir et les trucs comme ça. Moi j'ai des potes, tu mets une paire de chaussures, si ça leur plaît pas, tu vas plus jamais les remettre. Moi j'avais un pote sur ma vie, un jour on part en week-end. Et il vient avec des Louis Vuitton, des chaussures Louis Vuitton, mais vraiment avec le Louis Vuitton, tu sais, les trucs marrons écrits de partout, des chaussures, mais le modèle il est un peu chelou. Le modèle, la forme, elle est un peu chelou, un peu chaussure en bois, un peu chaussure en velours. Et on l'a vanné, je crois le week-end on est parti à 19h. De 19h jusqu'à 20h, on a que parlé de ces chaussures. Et sur ma vie, cette histoire, c'était il y a 7 ans. Il les a plus jamais remis, ces chaussures. Il les a plus jamais remis. Donc, au final, quand c'est des vannes, quand on te vanne sur les commentaires, ça me fait rire. Je suis le premier à rigoler. Après, ça reste que des commentaires. C'est les réseaux sociaux, c'est rien. Franchement, c'est rien. Il y a beaucoup de... mais ça revient un peu à ma vie et ce qu'on disait. Je me souviens plus du positif que du négatif. J'ai appris souvent à dégager le négatif.
Outre le rire, qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne en sortant de ton spectacle? Qu'ils sortent avec le sourire. En vrai, qu'ils sortent avec le sourire. Même, on oublie trop souvent, les temps, ils sont durs. Hein. Les temps, ils sont durs. Tu vas dans la rue, tu vois, les Français, ils sont pas contents. Hein. Ils sont pas contents. Hein. Et, les gens, ils sont pas contents. Et puis, il y en a qui ont une vie pas facile. Et on oublie trop souvent que, tu vois, parfois, tu vas avoir... là, il y a peu de temps, j'ai joué. Je me demande si c'est pas la dernière fois. J'ai joué... à Metz, et il y a quelqu'un qui est sorti, qui m'a mis la main sur l'épaule et qui m'a dit « Ah, merci, merci de m'avoir fait rire, c'est une belle parenthèse ». Et c'est les meilleurs messages où parfois tu vois, regarde, tu me disais, je me souviens pas des messages où on m'insulte. Et ben je me souviens que là, il y a peu de temps aussi, il y a un gars qui m'a écrit, qui m'a dit « Ouais, je suis à l'hôpital, je suis coincé, ça me fait kiffer d'avoir vu tes sketchs ». Tu vois, je vais plus me souvenir de ça qu'au final, tu as, même à mon simple niveau, où tu vas avoir fait rire ou donner du bonheur, à mon moindre niveau, ça vaut... T'es un faiseur de bonheur. Non, mais non, je suis pas... Mais tu leur fais du bien, en tout cas, mais non, mais je sais pas, en tout cas, je sais pas moi le mieux placé pour dire ça, mais en tout cas, il suffit que juste d'envoyer quelques bonnes ondes et c'est cool, c'est kiffant. Depuis quelques semaines, il y a un sketch qui est sur YouTube sur le 1er juin. Et il y a peu de temps, mon pote Cédric, il m'a dit quoi? Il m'a dit « Tony, viens, on va le week-end à Amsterdam, on va fumer des joints. » J'ai dit « Cédric, qu'est-ce qu'on va foutre à Amsterdam? On n'a jamais fumé de joints, on fume même pas de clope. » Il m'a dit « Viens, on essaye, on va rigoler. » Et on est parti sur un coup de tête à Amsterdam. Première fois de toute ma vie où j'ai fumé un pétard. J'étais défoncé. Je dis « Cédric, je veux vivre à Amsterdam. » Il m'a dit « Là, Tony, on est à Orléans, au péage. » Ah oui, effectivement, j'ai tourné aux Générations Paname, à la Cigale, exactement. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir les dates des premières fois. T'es d'accord ou pas? Ok. Ok. Mais il y a peut-être des trucs que j'ai pas fait. Justement, le 1er vrai juin. Ok. C'était quand? 1er vrai juin, c'était il y a très longtemps, très longtemps. 1er vrai juin, très longtemps. Très longtemps, mais j'ai pas fumé... j'ai pas fumé très longtemps. Même maintenant, la fumée de clope, je peux pas, je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien, n'importe quoi. Mais première cuite, horrible, première cuite, horrible. Ça, c'était ça. Alors celle-là, par contre, ça, je me souviens ça. Ça, c'était l'anniversaire d'un pote. Et c'était des trucs grandioses, c'était dans un hôtel, un truc comme ça. Je me souviens arriver à la soirée, je me souviens à la table, je me souviens de prendre un ou quelques verres, je me souviens de boire comme si je connaissais l'alcool. Et je me souviens, après j'ai des flashs en fait, je me souviens boire à la table. C'était quoi ? À la table. Je sais pas. Après, j'ai un autre flash où je suis assis dans les toilettes. Mais non. Je suis assis dans les toilettes, j'ai ce flash-là et je me rappelle parler tout seul, me dire j'arrête de boire, plus jamais de ma vie je bois. Plus jamais de ma vie je bois. Et j'ai un troisième flash où je suis devant chez moi. Je suis devant chez moi, on m'a ramené devant chez moi et horrible. Pareil, c'est ouais. Mais maintenant, j'aime bien un petit verre de vin de temps en temps. En toute modération. Ouais, voilà. Vin rouge. Ton premier baiser? Au cinéma. Et première galoche. Je veux son nom. Je suis pas bon avec les mémoires. Comment elle s'appelait? Elsa. Ah, tu vois, tu t'en souviens. Et évidemment, ta première fois. En vacances. Vacances d'été. Alors, c'est quoi ton prochain rêve, à part être... Prochain rêve, j'ai hâte là que le spectacle il se poursuive. Je suis vraiment très épanoui avec ce spectacle efficace, l'emmener le plus loin possible. Et puis voilà, je suis très bien, très épanoui dans ma vie. Un prochain rêve au cinéma aussi, en tant qu'acteur? Là, en fait, là, en ce moment, j'écris, je développe une pièce de théâtre, pas pour moi, mais
pour d'autres personnes. Mais, tu écris? Ouais, mais je prends les choses l'un après l'autre. Et c'est quoi? On peut savoir un peu le thème ou... Qu'avec des filles. Qu'avec des filles? Ah, c'est bien ça. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait devenir humoriste? De monter sur scène, aussi simplement. En vrai, ça coûte pas très cher d'être humoriste. Hein. Il te faut un stylo, un papier, même ton portable, tu notes tes idées, et après tu montes sur scène. En plus, maintenant, il y a des tas et des tas de comédie clubs, en tout cas à Paris. Et même maintenant, tu vois, je vois avec la tournée là, du spectacle efficace, tournée de rodage qu'on a fait, où il y a des comédie clubs dans toutes les villes de France. Donc, et puis tu vas frapper à la porte, tu demandes de jouer, et puis même si on te dit non la première fois, au bout d'un moment tu vas revenir et on va te donner ta chance et voilà, essayer de jouer le plus possible. Et de persister du coup. Ouais. Merci Tony. Ça y est, c'est fini? T'acceptes un petit selfie sur ça? Allez, vas-y, bien sûr.